Alors, nous, dans le rugby, de manière générale, on a un peu ciblé, parce que médiatiquement, il y a pas mal de livres, dont un livre qui vient de sortir. Hier, l'IRB, donc la Fédération internationale, a sorti ses chiffres sur ces prélèvements. Donc, elle a effectué 2091 prélèvements sur l'ensemble des compétitions internationales, donc quelles que soient les catégories, quel que soit le niveau, sport féminin comme rugby masculin. Et il y a eu deux résultats positifs. Donc deux joueurs de nations majeures qui sont un Moldave et un Sri Lankais. Donc il y a deux façons de voir la chose. Soit on se dit que les valeurs du rugby, on se targue ou la culture rugby nous affranchissent un petit peu de ces pratiques dopantes, ou alors on n'est pas naïf. Voilà. Je considère que la pratique dopante, elle a quand même pour but d'améliorer la performance. Et c'est de la façon dont on a modélisé la performance dans le sport collectif de manière générale et dans le rugby peut-être plus particulièrement. C'est que pendant longtemps, et certainement jusqu'à l'avènement du professionnalisme dans le rugby, on avait modélisé la performance autour de dominantes qui étaient la dominante technique, la dominante peut-être tactique, tout ce qui était aussi la dominante affective et cognitive. Et on se rend compte que depuis que le sport, et le rugby en particulier, est devenu professionnel, la dominante physique est devenue quasiment essentielle, et notamment une qualité qu'on cherche à développer en permanence, c'est la puissance. Et on ne peut pas être naïf et penser que la puissance ne peut pas être développée autrement que par un entraînement classique. Voilà un petit peu ma position par rapport à ça. Et ensuite, si on parle de modèle de performance, je pense que est-ce que la pratique dopante est une pratique qui sert à la performance d'un collectif ou qui sert à la performance d'un individu? Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le sport collectif et surtout dans le rugby, que les cas de dopage, qu'ils soient avérés ou simplement suspectés, concernent des individus et pas des collectifs. Et l'interrogation est autour de la légitimité un peu de l'individu au sein d'un collectif. Et qu'en général, on se retrouve sur des individus qui ne font pas partie prenante d'un projet collectif, mais qui ne sont pas sur un objectif, on va dire, d'équipe, mais davantage sur l'objectif individuel, soit de performance individuelle, soit simplement gagner sa place au sein d'un collectif. Voilà un petit peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui dans le rugby. Alors Gaël, qu'est-ce que tu en penses? Il y a du rugby qui est un sport collectif. Moi, dans le vélo, je suis duathlète, mais je suis issu du vélo. Donc, je vois un petit peu de ce que moi j'ai pu voir, ou pas voir, ou imaginer dans le milieu du vélo. Par exemple, j'ai fait 1 an chez les pros, j'ai rien vu de particulier, aucun soupçon sur aucun de mes collègues. C'était une équipe jeune, donc anglo-saxonne, où l'accent était mis beaucoup sur la technologie, l'entraînement, la recherche de performance, par des moyens, on va dire, autorisés. Ce qui m'a le plus choqué, moi, c'est dans le milieu amateur, où j'ai vu des coureurs qui abandonnent à quelques tours de l'arrivée parce qu'ils savent, ils sont au courant, par quel moyen qui a un tirage au sort, qui sont au contrôle. On voit c'est avec la descente, c'est souvent les mêmes. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Quand ils descendent, des coureurs qui s'échangent des pastilles pendant la course, avant la course. Voilà. J'ai jamais forcément cherché à en savoir plus là-dessus. Voilà, il y en a un qui dit à l'autre, bon ça te servira à aller chercher ton dossard. En gros, ça sert à rien. Ça, tu penses à 30 km de l'arrivée. Un petit peu, ça vient souvent des anciens qui ont entendu ça d'anciens et qui leur rapportent les. C'est pas un dopage médicalisé, c'est un dopage intuitif, un petit peu innocent, bête. C'est un peu dommage pour moi que les anciens passent le message aux jeunes. Si on pouvait mettre une barrière bien distincte entre les anciens et les jeunes qui arrivent, notamment après 18 ans, ils sont dans des structures, on va dire, d'équipes jeunes ou des sélections. Et après 18 ans, ils arrivent dans des équipes plus étoffées, où il y a des anciens qui ont des pratiques forcément jolies. Donc voilà. La question qui se pose, c'est
jusqu'où est-ce qu'on veut aller dans le haut niveau, quel est son objectif personnel. Moi, ça s'était posé, je reviens un petit peu sur ce que disait Armand tout à l'heure par rapport à la ventoline, qui est un produit qui est très utilisé dans le coton, parce que voilà, il y a une fatigue au niveau pulmonaire qui se fait à l'effort. La question m'a été posée sur le plan personnel. Voilà, j'ai fait des tests de spirométrie, donc on voit que le niveau pulmonaire est moins performant que quelqu'un de normal, on va dire qu'il ne fait pas de sport. Donc la question se pose, est-ce que en fait le sport m'a rendu malade? Est-ce que c'est le but du sport de se rendre malade? On parlait des blessures qui peuvent survenir. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah non, je ne veux pas faire du sport pour me rendre malade. Je me suis dit, j'ai confiance dans mon corps. Si mon corps il me dit que c'est trop, ben, on en fera moins ou on ne le fera pas. Et à partir de là, si on a confiance dans son corps, à l'écoute de son corps en permanence, et justement qu'on arrive à atteindre ses limites personnelles, mais les limites, on va dire que la génétique nous a fixées, plus le travail qu'on a ajouté à ça. On part avec un capital, tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait pendant des années pour atteindre un niveau d'expertise, c'est-à-dire atteindre son top niveau. On atteint à la fin de 6, 30, 32 ans, ça dépend. Quelqu'un qui l'atteigne encore plus tard. Donc, voilà, le but c'est d'avoir confiance dans son corps, être à l'écoute de son corps, et je pense que si l'objectif qu'on a c'est de passer pro, ben, peut-être que sur les grands tours, sur les épreuves qui demandent vraiment beaucoup d'efforts, de la récupération très rapide, ben, il y a, je pense, des compléments alimentaires à grosse dose ou à bonne dose qui sont nécessaires à cette performance. Ou est-ce qu'on veut aller au limite de son corps, voilà, de ce qu'on peut faire sans risquer de traumatisme, sans risquer de blessure. Et voilà, c'est une question qui se pose. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire ça ou ça. Quand on a des problèmes de respiratoire, peut-être qu'il faut prendre ça pour éviter certains produits, pour éviter d'en souffrir ou que ça empire. Mais voilà, j'ai pas de message particulier. Donc, moi, j'ai pas vu grand-chose, j'ai pas d'expérience personnelle sur le dopage, à part les prises de sang à 6h du mat sur les courses à l'étape, qui sont un peu difficiles, moi qui n'aime pas trop les prises de sang. J'ai retrouvé les gens morts à l'heure du départ parce qu'on fait un malaise, c'est pas super, mais bon, c'est nécessaire pour éradiquer le dopage. Et voilà, donc là je pense que le plus intéressant maintenant, c'est de répondre aux questions des sportifs qui sont là, cyclistes, triathlètes et autres, qui sont à la salle. Merci. Alors, juste avant que vous posiez des questions, j'irai vous amener un micro. Donc j'ai juste un petit témoin ici, Rémi Jolivet. Il va prendre mon micro parce qu'apparemment il a été un petit peu, il a subi les affres un petit peu du dopage. Il va vous expliquer comment. Donc voilà, je lui passe le micro, je vais aller chercher l'autre. Je me présente, du coup, je m'appelle Rémi Jolivet. Ça fait 3 ans que je suis sur Brest, donc là je suis en 3e année de STAPS. Mais je suis né à Toulon, j'ai vécu 18 ans là-bas et j'ai notamment joué pour le RCT dans la catégorie jeune, donc entre minime et junior. Et alors on ne peut pas dire vraiment que j'ai subi le dopage parce que bon, j'ai quand même accepté de prendre quelques comprimés, mais au-delà de ça, moi j'ai toujours interpellé par rapport au terme de complément alimentaire. C'est un terme vaste qui ne veut pas dire grand-chose, puisqu'au final, il y a très peu de produits qui sont certifiés, labellisés sans produits dopants. Et en réalité, quand un sportif prend, moi j'ai cité des marques comme Pion 3, Force G, tout ça c'est des compléments alimentaires qui sont sur le paquet avec plein de bonnes choses, plein de vitamines, tout ça, mais en réalité ils ne sont pas labellisés. Donc ça veut dire que les normes européennes n'obligent pas les fabricants à spécifier s'il y a des produits dopants dedans. Moi, par rapport au Pion 3, j'ai cherché, donc c'était entre l'année 2009 et 2011, un peu à me booster, voilà, parce que comme tu connais, l'entraînement c'était assez fatigant, il y en avait beaucoup, grosse intensité, et bon, physiquement il fallait que je récupère plus vite, et surtout il fallait que j'encaisse beaucoup mieux l'effort. Du coup, moi j'ai cherché à avoir des compléments alimentaires sans forcément me poser des questions sur mon alimentation. Puisque bon, autant dire qu'à 16 ans, se poser des questions sur l'alimentation de manière autonome, c'est un peu rare. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais profiter des produits comme ça pour voilà, avoir
si ça me donne un coup de boost et si au final je serai plus performant. En effet, ça a fonctionné, donc j'ai continué. Sauf que bon, le bilan 3, il faut savoir que c'est des cures entre 3 et 6 mois. J'ai fait ça pendant 1 an et demi d'affilée. Donc autant vous dire qu'en termes d'effets secondaires, ça arrive très très vite. Et là, pour mon cas, c'était des problèmes intestinaux. Et il se trouve aussi que j'ai pris beaucoup de poids, puisque donc, en plus de ces compléments alimentaires, j'ai pas du tout surveillé ce que je mangeais. Et on va dire que la demande au niveau de mon poste de pilier à ce niveau-là où c'était, bon, bah, elle était la même pour tout le monde, c'est pas individualisé. À un moment donné, on nous demande d'être au niveau, donc à nous de nous mettre au niveau. Là, se mettre au niveau à mon poste, c'est être beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant. Et donc forcément, bah, j'ai pris beaucoup de poids. Je suis passé de 95 kg, déjà à 15 ans c'est pas mal, à 121, voilà, en l'espace de 6 mois. Et il se trouve que bon, bah, en même temps je me posais pas de questions, hein. J'avais des performances voilà, qui étaient vraiment, enfin, moi j'étais très content de ce que je faisais en musculation, de ma VMA, tout ça. Voilà, il n'y avait pas de souci, hein. Pour moi j'étais en bonne santé. Sauf que la réalité c'est qu'à un moment donné, la prise de poids sur une période aussi courte, ça amène des dégâts que nous, surtout nos majeurs et jeunes sportifs, voilà, j'étais au lycée, je venais de commencer, j'avais aucune notion des blessures, puisque j'avais aucun suivi jusqu'à présent. Mais il faut savoir que quand on prend beaucoup de poids dans une très, très courte période, bon, bah, les muscles grossissent, mais pas ce qu'il y a autour. Donc à un moment donné, tout ce qui est attache, tendon, tout ça, ça lâche. Et moi, pour mon cas, c'était un peu plus grave que ça, parce que j'ai carrément, donc à l'âge de 16 ans, j'ai chopé 2 hernies discales au niveau des lombaires, dû donc à mon activité. Et au-delà de la blessure, à ce moment, on m'a tout dit, hein, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais faire de sport, qu'à 40 ans je suis dans un fauteuil. Au-delà de ça, moi ce que j'ai retenu, c'est que bon, ça fait 4 ans maintenant que je suis blessé et je suis toujours pas guéri. Donc le dopage, sur le moment, effectivement, ça m'a paru la meilleure solution. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai construit mon environnement social sur le club sur lequel je jouais, enfin, le club où je jouais. Il faut savoir qu'à Toulon, voilà, c'est le sud, c'est le plus tôt du corps, mais c'est avant tout l'université, c'est le niveau de vie. Et à un moment donné, on parlait, les sociologues qui parlaient de sociologie du sport, bah, quand un individu construit son environnement social sur un sport, et que du jour au lendemain on lui enlève ce sport-là, enfin du moins on le menace, bah, voilà, t'es pas bon, voilà, tu pourras plus jouer. Bah, on a peur que les gens qu'on connaissait ne connaissent plus et qu'on se dise si on n'arrive pas à maintenir ce niveau-là, et ben, on n'aura plus d'amis, on n'aura plus d'amis, on n'aura plus de vie. Et donc à ce moment-là, on passe la barrière et on se dit voilà, bah, de cette manière, qui va nous vérifier. Donc vraiment qu'on va faire un test antidopage chez des cas de diversité. Moi j'ai vu aucun médecin, j'ai vu personne qui m'a dit on va faire une prise de sang, un test urinaire, jamais. Pourtant, je sais si à cette période-là de notre développement, bah, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions et à se dire voilà, on a les sélections qui arrivent, donc sélection du phare dans un premier temps, comité Côte d'Azur, sélection PACAS, par exemple toute la région. Bah ouais, ça commence à faire beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements, et donc forcément, c'est à ce moment-là que, surtout en pleine croissance, bah, on a tendance à être fatigué, et du coup, on a besoin d'un boost. Et je n'étais pas le seul à poser la question. Pas de direction et je ne veux pas critiquer l'université parce que c'est une structure qui me fait rêver et qui me fera toujours rêver. Mais à un moment donné, bon, je n'étais pas le seul à en prendre, mais surtout même mes parents, qui pourtant sont des personnes, ma mère est médecin, donc elle sait ce que c'est. Mais à un moment donné, voilà, on se dit, le gamin qui passe à la fois les études, à la fois le sport, bon, on arrive à un niveau, bah, forcément on a envie de voir jusqu'où on peut aller. Et du coup, bah, on se pose plus la question de savoir si c'est bon ou pas. Si la prise de masse excessive comme ça est bonne ou pas, puisque à un moment donné, les performances elles sont là. Bah, pour donner des chiffres, voilà, je faisais 121 kg, mais j'avais une VMA à 15, quoi. Je sais pas si ça parle aux staffs, mais voilà, VMA à 15, bon, pour un de stats, ben, c'est pas ridicule. Et pour un individu qui pèse 121 kg, je pense que c'est pas mal, quoi. Après, malheureusement, bah, derrière tout ça, il y a l'usure précoce. On parlait de l'ostéoporose. Bah, moi, c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire que j'ai chopé une hernie discale, je me suis retrouvé à l'hôpital à faire des infiltrations avec des personnes qui étaient âgées de 70-80 piges. Donc, autant vous dire qu'à 16 ans, c'est dur. C'est dur et surtout qu'on se dit, pourquoi moi on est dans ma catégorie, je sais pas, on était 60 à l'entraînement.
Et pourquoi c'est moi qui me chope la dernière initiale? Pourtant, moi j'ai vu des copains bien pire que ça. On parlait de médecins du Pôle Espoir sans donner de nom. On disait qu'au Pôle Espoir de hier, il y a des médecins qui prescrivaient des compléments alimentaires. C'est toujours le même terme, compléments alimentaires, compléments alimentaires. Mais sans donner de nom, sans donner de molécules, rien. Mais comme ils ne sont pas contrôlés, ou du moins pas avant un certain nombre, un certain niveau, on prend ça et quand on voit les résultats, on se pose même pas de questions. Moi, quand j'ai vu des copains prendre 30 kilos, putain, j'ai vu que c'était des bêtes de compétition, je me suis dit, putain, il faut que je fasse pareil. C'est mes concurrents directs, et si j'ai envie de jouer, il faut que je fasse pareil. Et quand on construit, encore une fois, sa vie sociale, mais aussi toutes ses envies, toutes ses ambitions, et notamment ses ambitions professionnelles sur ce sport, et qu'à un moment donné, on est menacé par la concurrence, en train de nous dire, bah ouais, mais si je fais pas autre chose, je vais pas pouvoir continuer, et qu'est-ce qu'il me reste après? J'étais au lycée, j'avais beau être en terminale S, tout ça, j'allais juste avoir mon bac et après faire des études. Mais moi, à ce moment-là, la question que je me suis posée, c'est si j'ai plus le début, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que quand on est à ce niveau-là, un peu de top 14, qu'on nous porte de l'équipe Crabos, bon, même s'il y a un très faible pourcentage de joueurs qui arrivent au niveau, on peut se dire toujours, putain, pourquoi pas moi? Surtout que, bon, pour l'anecdote, je ne sais pas si certains connaissent Gaël Figou, qui sera titulaire contre l'Italie au temps destination ce week-end. Bon, on a grandi ensemble. J'étais son capitaine en minime. Je l'ai vu progresser au fur et à mesure des catégories. Et bon, autant dire que maintenant, là, aujourd'hui, même si, évidemment, c'est qu'un rêve, il y a peut-être tellement de paramètres que c'est pas, il n'y a rien qui est prédit, mais voilà, je me dis, putain, pourquoi lui, il est là-haut, aussi haut, quoi. Et puis, moi, je suis là, je suis blessé. Pourtant, on a fait la même formation, sauf qu'à un moment donné, il y a un paramètre que j'ai pas pris en compte à cet âge-là, c'est les qualités physiques naturelles. On n'est pas tous égaux, et à un moment donné, il faut aussi admettre que, les qualités physiques, il y a une partie qu'on travaille, qu'on améliore, mais il y a une partie qui sont nues. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'on peut faire de la prévention au niveau des jeunes. Et moi, l'année prochaine, après ma licence, je compte retourner dans ma ville d'origine. Et j'espère, par mon expérience, même si elle n'est pas forcément très joyeuse, j'espère pouvoir intégrer toutes ces structures pour expliquer aux gamins qu'à un moment donné, il faut accepter le niveau qu'on a, accepter le niveau physique qu'on a, et accepter aussi que on n'est pas tous faits pour être des champions. Alors on pourra toujours parler de l'envie de gagner, de vaincre, des concessions, de souvent se battre pour y arriver, mais à un moment donné, quand c'est physique, à part le dopage, on ne peut pas y toucher. Et malheureusement, le dopage, c'est dangereux. Donc moi c'est en ce sens que j'ai envie de réagir et surtout d'ouvrir le débat. On disait où commence le dopage. Avant de parler des lois, avant de parler des substances dopantes, il y a l'intention. À un moment donné, quand le gamin a l'intention de prendre quelque chose pour s'améliorer, peu importe ce qu'il prend, complément alimentaire agréé ou pas, à partir du moment où il a cette intention-là, c'est malsain. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut intervenir, plus que travailler, montrer effectivement. Moi j'ai appris beaucoup de choses là ce soir au niveau des règlements, au niveau de comment ça se passe à l'antidopage. Mais c'est vrai que je pense que nous, qui sommes ici et là présents, qui touchons peut-être des publics jeunes, je pense que nous, à notre niveau, le travail qu'on peut faire, c'est justement sur ces intentions-là. C'est changer les intentions pour que les gamins, à un moment donné, ils arrêtent de se dire il faut que je sois performant à tout prix. Et il faut qu'ils arrêtent de penser aussi que peu importe qui on est, si on se bat, on peut être un champion. Non, c'est faux. C'est beau, c'est de belles paroles, mais c'est faux. C'est faux parce que moi j'ai pensé ça, et vu où je suis aujourd'hui, je peux dire que je veux être un champion, et maintenant il me reste d'autres alternatives, j'entraîne au PUC, je me forme pour ça, mais moi je pense que on dit mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut prévenir que sanctionner, et je pense que la prévention va se faire tous les jours à l'entraînement, nous en tant qu'entraîneur, nous en tant que prof, nous en tant que parents. Moi je ne suis pas encore, mais il y a beaucoup de parents ici dans la salle, et je pense que c'est aussi votre rôle à vous d'intervenir au niveau de vos parents, de vos enfants, et de leur expliquer qu'à un moment donné, on n'est pas égaux. On parle d'argent, on parle de tout ça, mais même physiquement, on n'est pas égaux. Et c'est bien d'avoir des ambitions, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Et le problème, c'est qu'à 15, 16 ans, 17 ans, on n'est pas réaliste.
On n'est pas réaliste tant qu'on n'a pas eu la blessure face à soi, devant soi. Et je pense que le jour où on m'a dit que je jouerais plus jamais au rugby et qu'on m'a dit que c'était terminé, je pense que c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit putain, ça tient à rien. Ça tient à rien. Il y a 2 semaines, j'étais en train de jouer avec tous mes copains, là, on était en train de séance de muscu, en train de pousser comme des brutes. J'avais mes petites pilules de mon droit ici à avaler, j'étais en forme. Et puis là, maintenant, on me dit que je ne peux plus rien faire. Pourquoi? Là, je pense qu'on va pouvoir... Moi, ce que je veux bien maintenant, c'est que dans la salle, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions aux intervenants, qu'on lève la main. Si quelqu'un a des petites questions à poser, est-ce que... Ou alors vous avez été... voilà. J'arrive. Oui, et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de véto rural de pratiquer de 1975 à 1988, parce qu'en 88 il y a eu une interdiction européenne, une interdiction de l'emploi des anabolisants. Les anabolisants étaient administrés aux bovins à l'époque. Et je peux vous assurer que pour voir les carcasses de veau en batterie, parce que je travaillais dans l'agroalimentaire, je passais régulièrement dans les abattoirs, et les tueurs, sur un air ironique d'ailleurs, quand j'arrivais, ils me disaient, mais docteur, qu'est-ce que vous mettrez dans vos aliments d'allaitement pour avoir des reins aussi blancs et puis des foies complètement décolorés, comme me disaient les employés des abattoirs, mais c'est comme si on les avait traités avec de l'eau de javel. C'est incroyable l'effet des anabolisants. Quand on dit qu'une année de dopage avec des anabolisants, ça vous enlève une année de vie, ben moi je dis non, ça enlève quand j'ai vu les dégâts vraiment sur les foies et les reins, je peux vous dire que ça vous enlève beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Les anabolisants ont tué une icône en Amérique en 2000, Florence Griffith Joyner, qui en 1988 qui avait disons, battu des records pour l'éternité sur 100 et 200 mètres. Il est 10, 56 et 28 30 sont des records pour l'éternité. Florence Griffith est morte en 2000. Et quand on a eu la transformation, la morphologie de cet athlète qui en 1984 à Los Angeles a fini deuxième du 200, c'était une fille qui était mince, svelte. En 88 à Séoul, elle était méconnaissable. Elle s'était masculinisée, elle est morte en 2000. Et vraiment, ça a été l'effet des anabolisants. Moi je vous dis, les anabolisants, je pense que c'est la pire des choses. Et il y a encore des anabolisants. L'amandrolone débarque, disons, en arrivage continu en France. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Est-ce que si dans la salle, quelqu'un veut poser une question à nouveau ou faire une remarque sur le problème du dopage? Personne? Vous avez été... C'est juste par rapport à toi, Jean-Noël, au niveau de la Fédérale, qui est quand même la 3e division française, où est-ce que vous en êtes par rapport à la contrôle anti-dopage? Donc, tu as donné des chiffres très intéressants sur seulement 2 cas répertoriés cette année. Et on parlait ensemble avant la conférence là, de tout ce qui était complément alimentaire. Et voilà, j'aimerais savoir ton avis par rapport à ça. Et surtout, savoir s'il y a des niveaux, il y a un contrôle là-dessus ou si vraiment les joueurs sont libres de prendre ce qu'ils veulent. Alors, sur les contrôles, il n'y en a pas assez, ça c'est très clair. Les 2 derniers qu'on a eus ont été caducs. Il y a eu une erreur de procédure ou sur le prélèvement, donc il y avait le test finalement. Et a priori, c'est souvent ce qui se passe. Il y a quand même énormément d'erreurs sur le prélèvement. Et ensuite, après, nous, dans notre cas de figure, moi j'ai mis en
en place un protocole. La problématique à laquelle on est rencontré, c'est pas tellement dopage, pas dopage, c'est où est la condition. Et aujourd'hui, très clairement, l'apport des compléments et une supplémentation à partir de ces compléments protéinés, ça a un impact décisif sur la performance, au moins pour certains joueurs, ceux qui ont du mal à anabolisé notamment. Fixer des objectifs élevés de performance, ça incite de manière implicitement les joueurs à les consommer ailleurs. La démarche qu'on a eue, c'est pas faire politique de l'autruche, c'est-à-dire mettre un protocole en place par le médecin du club, avec contrôle sanguin, suivi nutritionnel avec le FAIRSTAPS de Rennes, et puis l'achat en fait, de produits sur une marque qui est labellisée par la Fédération française de rugby. Et donc voilà, c'est le protocole qu'on a mis en place, qui n'est pas le protocole sur le plan d'éthique qui convient le plus. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien du tout. Mais fixer des objectifs élevés de performance dans le sport, c'est aussi donner une voie à suivre en termes de enfin, c'est implicite, je pense, implicitement les joueurs à consommer des produits à l'extérieur. Alors je crois qu'il y a une deuxième question, Christophe Guégan, de Médecine du Sport, de Brest. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. On a mené une thèse l'année dernière à l'échelle de la Bretagne sur la prise de compléments alimentaires chez les jeunes sportifs en lycée, de 14 à 18 ans. Et on s'est rendu compte qu'il y a à peu près une quinzaine de structures qui ont répondu, ce qui représente à peu près presque 200 individus, tous sports confondus. Ça va des structures d'entraînement intensif club pro, il y a un club pro foot sur la Bretagne qui a accepté de répondre au questionnaire, les autres ont refusé. Et on s'est rendu compte quand même que 95% des jeunes de cet âge-là qui s'entraînaient de plus de 10 heures par semaine, c'est-à-dire quasiment 90% de ces jeunes, 95% des jeunes qui s'entraînent de plus de 10 heures prenaient entre 2 et 3 compléments alimentaires par semaine. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Principalement des vitamines, des boissons de l'effort et des boissons énergisantes. Ça paraît pas très grave en première intention, et on s'est rendu compte aussi que ces jeunes-là, l'information venait pour 34% d'entre eux des parents, une place importante dans l'éducation à la prise de produits un petit peu extérieurs à eux-mêmes, et l'approvisionnement se faisait sur des grandes surfaces de sport, principalement. Voilà. Les médecins interviennent aussi dans le conseil à hauteur de 30% de ces jeunes-là, dans la prise de compléments alimentaires. Et finalement, très peu pour cet échantillonnage, les entraîneurs. Ils intervenaient à raison de 4%. 4% des jeunes disaient être conseillés par l'entraîneur pour prendre ces compléments. Je crois que le rôle éducatif, la nécessité de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un jeune quand il veut aller plus loin, et tel que le témoignage là, qui l'a un petit peu montré, nous pose question sur cet accompagnement et la place que nous on doit avoir en tant que, je dirais, éducateur au sens noble du terme sur le comportement de ces jeunes. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que les 20% d'entre eux pensent que c'est efficace. 80% disent que c'est probablement pas efficace. C'est intéressant. Et les effets qu'ils recherchent sont complètement discordants avec les produits qu'ils prennent. Voilà. Donc ce sont des choses qui nous permettent un petit peu d'agir et d'essayer de réfléchir sur le rôle pédagogique qu'on peut avoir, nous tous, dans l'environnement de nos jeunes sportifs. C'est surtout cela qui m'intéresse finalement. Je dirais, le pro, c'est trop tard, c'est fait, c'est pas fait. Le jeune dans un centre de formation, qui est déjà sur les rails du professionnalisme, mais en amont, je crois qu'il y a peut-être des marges de manœuvre. Il y a la sanction dessus, et peut-être qu'en amont, on doit pouvoir agir. Merci Christophe. Ça va ? Bonsoir. C'était une question concernant les médecins en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi de médecins vraiment spécialisés dans le sport en France? On est sportif lambda, on va chez un médecin pour n'importe quelle maladie. En fin de compte, il ne nous a jamais posé la question est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites du sport de niveau? Est-ce que si je vous donne ça comme traitement, est-ce que vous allez être pris pour dopage? En fin de compte, nous en tant que pratiquants, ça veut qu'on se fait soigner en médecine, soit traditionnelle, soit médecine douce, enfin peu importe le type de médecine. Et jamais il nous est demandé si on fait du sport et si ça peut engendrer des contrôles. Et justement, le manque de médecins vraiment spécialisés dans le sport qui vont nous guider sur
Docteur Maigret, peut-être à ce moment-là, vous pourrez peut-être répondre. Je pense que déjà la population médicale est globalement déficitaire. Tout le monde on s'en perçoit que dans toutes les disciplines de la médecine et du monde des médecins. Je pense que lorsqu'on fait du sport et qu'on fait notamment de compétition, il faut, quand on a un médecin, il faut lui signaler. Je pense qu'il peut très bien ne pas penser à poser la question, mais si on va le voir surtout pour un problème sportif, il faut lui exposer le problème clairement. Je suis sportif, compétiteur ou compétiteur, ce qui permet aussi de lui poser des questions. Je milite actuellement pour qu'il y ait vraiment dans tous les clubs, je parle de vélo, je parle de ce que je fais, et dans tous les clubs labellisés, qu'il y ait un médecin référent, pour qu'il soit au moins à l'écoute, s'il n'est pas forcément le médecin traitant, qu'il soit à l'écoute, et qu'il soit informé de tout ce qui se passe. On est bien conscient que nous sommes des relais par rapport aux sportifs, et qu'à ce titre-là, on doit être à l'écoute et informé. Mais il existe beaucoup de médecins du sport. Seulement, ils sont, soit ils ne le signalent pas, ou alors ils le signent, ils sont médecins du sport en libéral et ils sont très demandés parce qu'il y en a peu qui s'installent que pour ça, ou bien alors il y a des centres médico-sportifs, des consultations. Mais je crois que surtout il faut le signaler. Puis si vraiment il y a un problème, eh bien on interroge ou sa fédération, ou son comité régional, sa ligue, pour savoir où s'adresser quand on a un problème spécifique. Je pense qu'on est là pour répondre. Merci, docteur. Il y a une autre question ici. Oui, je reviens sur la frontière du dopage, produit dopant ou pas produit dopant, technique dopante ou pas technique dopante. Qu'est-ce que vous pensez des chambres hypobares dans lesquelles certains athlètes passent leur nuit au lieu d'aller faire un stage en altitude et qui préfèrent utiliser des chambres hypobares pendant des jours et des jours? Est-ce qu'on n'est pas là justement à la frontière? Non, il n'y a pas de frontière. Pour moi, c'est clair. C'est une stimulation anormale, physique, que j'assimile totalement au vélo. Le vélo, c'est une stimulation chimique. Dès qu'on va chercher sur la pression, c'est un fait anormal, c'est physique, c'est une stimulation anormale. Le seul problème, c'est qu'on ne la retrouve pas. Et puis qu'il y a un problème commercial sous-jacent. Mais pour moi, ça devrait être une méthode interdite, qu'on ne peut pas prouver. C'est mon avis. Alors il y a Patrick Cunedec, je crois qu'il a quelque chose aussi à répondre à ça.